quelque chose qui n'a rien à voir avec le triangle, et c'est ça qui va être intéressant. Je vais vous montrer ici un peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à une brume, une sorte de nuage. Alors au départ, elle disait que ça ressemblait un petit peu à bleuté, grisâtre, avec toutes des petites lumières, des étincelles dedans, comme ça. Alors forcément, notre première réaction à nous, en tant qu'enquêteurs, c'était de savoir si c'était le même objet. Alors on a recoupé forcément sur la carte la direction de l'engin, la position, et en fait tout concordait exactement. Tout concordait avec la vitesse, le moment où la femme voit ce qu'elle a vu, tout concordait. Là on peut supposer, maintenant c'est une supposition, qu'il y a peut-être eu une transformation de l'engin. Si tel était le cas, c'est vraiment très intéressant. Alors, ça c'est la première reconstitution qu'on a faite de la femme. Et je peux faire un lien, puisqu'il y avait une enquête faite au Gouffon. Ça c'est une observation qui a été faite en 96. Et apparemment là, on a l'effet inverse. C'est-à-dire que c'était un triangle avec des faisceaux lumineux. C'est ça, je pense. Ou l'inverse. C'est d'abord le nuage qui est arrivé. Excusez-moi, j'ai eu j'ai eu l'info récemment. Donc c'est d'abord le nuage, et le nuage s'est transformé en triangle, avec ses faisceaux sur la voiture. Je rajouterais que dans les nuages, il y avait des étincelles. Les étincelles se sont mobilisées pour créer donc les trois phares. Le nuage a disparu et c'est devenu un triangle. Donc on a l'effet inverse de ce qu'on avait, l'enquête qu'on a fait à Coutouin. Donc il y a une similitude, je veux dire, à ce niveau-là. On se pose des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous laisse deviner votre vérité. Voilà. Après ça reste des suppositions, mais bon, après certaines enquêtes, on a des théories. C'est bon, on en parlera un petit peu plus après. Puisque ce qu'on va vous dire après, c'est quand même quelque chose d'inédit. Voilà. Je ne vais pas vous dire un petit peu avant ça. Alors ce qui est intéressant dans cette observation, c'est que ces deux témoins, ils ont eu un suivi. C'est-à-dire qu'après, ils ont continué à avoir des phénomènes. Ça a été la deuxième fois qu'ils ont vu quelque chose. Ils étaient en voiture tous les deux cette fois-ci, puisqu'ils habitent près l'un de l'autre, hein, donc forcément, ils prennent toujours la même route. Des fois, ils sont à deux, des fois, ils sont seuls, etc. Et là, ils étaient à deux. Et ce qui était intéressant, donc ça s'est passé, attendez, je regarde un petit peu mes notes, ça s'est passé le 5 décembre 2013, okay. Le triangle c'était le 30 septembre, et là pendant quelques secondes à peine, il voit quelque chose, comme une boule lumineuse, s'intensifier et puis revenir à son état. Ce qui était intéressant aussi, c'était le moment, puisque là c'est une route, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a rien du tout, donc ils avaient les phares normaux. Il y avait une voiture qui est passée et au même moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des grands phares, voire mieux, ils l'ont fait tout le monde. Et au moment où ils ont mis les grands phares, cette boule est apparue. C'est pareil pour le triangle, c'est quand il y a allumé le moteur que les phares sont allumés que le triangle est apparu. Donc peut-être que bon, c'est des observations qu'on fait, mais on se pose aussi toujours des questions sur les lumières que nous on fait artificiellement. Peut-être que voilà, il y a un lien avec ceci. Alors, ça ne se termine pas là. Il y a une autre observation qui est encore plus intéressante. Et là, je vais vous montrer une image. Voilà. Toujours la même chose, ils sont toujours à deux, en voiture. Ça s'est passé le 25 janvier 2014. Et toujours sur le même chemin aussi. Toujours sur le même chemin, oui. Et là, ils observent pendant une dizaine de secondes, ce qui correspond à leur vitesse à sur plus ou moins un peu plus de 100 mètres. Je ne sais plus si c'était la femme ou l'homme qui était passager. Elle remarque des lasers, des petits points de laser, comme si on scannait le tableau de bord de la voiture. C'est l'homme qui était passager. Oui. Alors, la femme s'est demandé pourquoi il jouait avec son GSM en voiture. Ouais. Et c'est de là qu'ils se sont rendus compte la suite. Alors les points, c'était vraiment des fins points comme des têtes d'aiguille qui voyageaient, mais par milliers, qui voyageaient, comme s'ils scannaient en fait le tableau de bord. Alors ça dure une dizaine de secondes, forcément la réaction des témoins c'était de quoi? De s'arrêter et de regarder. Et là, rien du tout. Alors ce qui est curieux, c'est que l'inclinaison des lasers était toujours la même. Donc là, ça va dans la supposition que
soit il y avait un objet bien au-dessus et qui le suivait, puisque l'inclinaison est toujours la même, ou alors que l'objet était à une hauteur suffisante pour que l'inclinaison reste plus ou moins la même. Alors bien sûr, on a mis ça sur une carte, et c'est là que ça devient aussi un petit peu intéressant. Vous voyez ce point ici, le 1A, ça c'est la position du témoin, du monsieur, qui a vu le triangle ici. Alors forcément, la direction du triangle, ça c'est la première estimation de la direction du triangle qu'on a faite en bleu. Et le 1B, c'est la maison de la femme. Donc, lui, il observe le triangle va dans cette direction, il appelle, la femme regarde dans cette direction-là, et c'est plus ou moins à cet endroit-là, ou voire cet endroit-là, où il y a eu cette brume avec ces étincelles. Deuxième observation, c'est cette route ici. Forcément, puisqu'ils habitent de là à là, bah forcément ils prennent toujours cette route-là. Et c'est au point 2B qu'ils voient justement ici ce... Alors on ne peut pas le considérer vraiment que c'est une sphère, mais je vais dire que c'est cette boule, cette anomalie lumineuse. Curieux, c'est tout près de là où habite l'homme. Est-ce que ça va nous amener quelque part? On ne sait pas. Et ici, vous avez, donc toujours sur la même route, là où il y a eu le laser, ce scan de laser sur le tableau de bord de la voiture. Donc c'est toujours dans le même lieu, c'est ça qui est intéressant. Alors, par la suite, on a, je vais vous en parler un peu plus après, on s'est dit, ben, tiens, on va peut-être faire des relations avec d'autres choses liées à l'histoire. Je vous en parlerai après. Et c'est comme ça qu'on a peut-être estimé à une direction plus oblique de la part du triangle. Ça, je vais vous en parler un petit peu après. Je ne vais pas vous cacher. Alors ici, je vais vous tenir en haleine comme ça. Alors, observation intéressante aussi, c'était l'enquête qu'on surnomme Datus, puisque le témoin habite Datus, mais en réalité, ça s'est fait près de la forêt de Martelange. Vous voyez la frontière ici luxembourgeoise, Martelange, et il y a un grand bois, ici peut-être que vous connaissez, et c'est vraiment au début du bois où il y a eu vraiment quelque chose. C'était sur cette route-là. Deux personnes qui sont en voiture, c'était deux amis, ils commencent à rouler, et puis là, il y a une ambiance, bon, ils commencent à se disputer, bon, ils parlent, bon, on ne sait pas de quoi, hein, mais bon, ils commencent vraiment à se disputer, à se chamailler, et donc forcément, bah, t'as le passager qui fait, bah viens, on va s'arrêter un peu pour s'expliquer, parce que l'autre s'était occupé de rouler, forcément, en parlant, on peut être distrait, puisque c'était la nuit aussi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va longer le bois et il va s'arrêter, il va tourner à droite, et là il va s'arrêter, c'est pas sur une route, forcément c'est un terrain d'herbe, on veut dire une petite clairière, et il s'arrête là, tous les deux, et le micro s'en va. C'est très léger hein, comme micro, donc forcément ça va? Ouais. Ok. Alors, donc, je disais, ils s'arrêtaient dans ce chemin, ils avaient les phares, et curieusement, c'est ça qui est un peu aussi intéressant, c'est qu'ils ne voient rien devant. Il y a les phares qui éclairent les arbres, hein, qui éclairent la forêt, et il n'y a rien. Et au moment où il éteint le moteur, c'est vraiment au moment, encore une fois, une histoire de phare, hein, il éteint le moteur, donc les phares sont éteints aussi, au même moment, chou, ça s'allume. En face d'eux. Quelque chose qui illumine, mais vraiment d'une intensité très très forte. Alors j'ai une petite reconstitution aussi, forcément. Bon, ça c'est après. Et là c'était la panique des deux témoins. Forcément, si vous voyez quelque chose vraiment d'inhabituel, on a tous des comportements un peu différents, hein, mais bon, la plupart du temps c'est vraiment la panique. Alors, Athus, ici. Voilà. Alors, rien d'abord, éclairé par les phares, et puis tout d'un coup, paf. Il voit quelque chose, et puis ça monte, tout doucement. Arrivé vers 4 mètres de hauteur environ, les témoins prennent de panique, ils redémarrent le moteur, et ils s'en vont. L'observation totale dure environ 10 minutes. Mais sur les 10 minutes, ils ne voient pas 10 minutes d'affilée, puisque ils sont occupés à conduire. Quand ils sont sur cette route-ci, l'engin commence toujours à monter plus haut et à un moment donné stationne au-dessus de la forêt, toujours en basse altitude. Quand ils sont sur cette route, forcément le passager, qu'est-ce qu'il fait? Lui, et puis il regarde un petit peu si l'objet est encore là. Et effectivement, il est encore là. Il a regardé pendant environ
Il a regardé en total environ 1 à 2 minutes sur 3 fois de temps. L'objet était toujours là, et pris de panique, forcément ils se sont barrés. Ils n'ont pas vu la disparition de l'engin. Il n'y a pas de disparition, il n'y a rien du tout. Ils sont partis. Voilà. Assez intéressant comme enquête, puisqu'il y a atterrissage. Enfin, soi-disant atterrissage, on ne sait pas vraiment s'il y a eu atterrissage. On a été sur les lieux, on a essayé de voir s'il y a des variations, s'il y a des perturbations, quelque chose comme ça. Rien de spécial, malheureusement. Mais on continue forcément à chercher, à se poser des questions sur ce phénomène. Et puis un jour, je pense qu'on aura quelque chose de bien niveau mesure. Quoi. C'est dommage qu'ils ne sont pas piqués. Oui. Moi, je serais. Oui, on a tous un peu des comportements différents, mais forcément, oui. Bon, après. Après, chacun a une mentalité, mais des fois, notre mentalité, elle est très. On se dit, bah voilà, je vais peut-être être comme ça si je vois telle ou telle chose. Mais à un moment donné, lorsqu'on voit vraiment cette chose, on a un comportement totalement différent. Ouais. Ouais, bah c'est intéressant. Le comportement est intéressant vis-à-vis des témoins aussi. Puisqu'on a des témoins, par exemple le témoin de Coutuin, je vous avais dit qu'il y avait 2 témoins. Le témoin principal, forcément, qui nous a donné des détails. Mais le deuxième témoin, lui, ne voulait rien savoir de tout ça. Alors, voilà. Oui. Alors, il a réfuté, en fait. Et son cerveau, tellement qu'il a réfuté, ben, en fait, il ne s'est même plus souvenu il s'est souvenu qu'il y avait eu un événement très important, un choc, mais il ne s'est plus souvenu des détails. Comme si il y avait une programmation, et comme si on effaçait quelque chose dans notre mémoire. Alors, bien sûr, on a été sur les lieux de son habitation. On a vraiment insisté pour qu'il nous voie, impossible qu'il nous ouvre la porte. Il nous a parlé en fait avec l'interphone, mais il nous a dit quand même qu'il y avait quelque chose, mais dit voilà, il a employé un mot que j'aime bien. Il a dit non, je ne me souviens plus, c'est comme si c'était une impression maintenant, une impression. Alors il n'a pas dit que c'était rien du tout, mais en tout cas il m'a dit je pourrais plus vous donner de détails parce que c'est une impression. Vous voyez, ce n'est plus comme si je voyais, non. Voilà. Alors enquête aussi intéressante, puisque bon, je vous parle d'enquête des fois, la plupart des enquêtes à un témoin, 2, il faut avoir de la chance, c'est bien aussi, on en a quelques-uns. Mais alors 3, là, ça devient un peu plus exceptionnel. Et on a eu une enquête à Lille, exceptionnelle aussi, puisqu'il y avait 3 témoins et 2 positions différentes. Et donc là, avec les 2 positions, forcément, on peut faire des calculs et on peut arriver à savoir la distance et exactement la position du phénomène. Alors ça se passe à Lille. Vous voyez, c'est le centre de Lille, hein, Lille centre ici. Alors là, le témoin 1 et témoin 2 habitent plus ou moins dans ces zones-là. Alors bien sûr, pour l'anonymat, je ne balance pas la position exacte des témoins. Évidemment, c'est plus ou moins dans cette zone-là. Pareil pour le témoin 3, c'est plus ou moins dans cette zone-là aussi. Voilà. Alors ça c'est le témoin numéro 1 qui fait des croquis. Donc ça c'est je n'ai pas de reconstitution malheureusement, donc il faut se contenter de dessins. Ça a duré plus ou moins 20 minutes et c'est 3 boules lumineuses qui se baladent dans le centre-ville, en basse altitude aussi. Ces 3 boules lumineuses, c'est curieux puisque au départ elles vont dans une direction donnée. Puisque avec les 2 positions des témoins, on a réussi à savoir la direction de l'engin qui se dirigeait vers le nord-est, exactement. L'engin se déplaçait vers le témoin numéro 1. Voilà. Donc, témoin 3, lui, voit quelque chose. Pour lui, ça dure, je crois, c'était 20 minutes. C'était 20 minutes, je crois, oui. Puisqu'il a vu le début du phénomène. Jusqu'à la fin, ou presque. Ensuite, forcément, puisque ça venait dans la direction de témoin numéro 1 et 2, c'est eux qui voient par la suite. Le témoin numéro 1 a vu pendant environ un quart d'heure, le témoin numéro 2 a vu juste 1 minute, parce que le témoin 1 a appelé le témoin numéro 2 et puis il a vu ce truc. Alors non, ça n'a pas disparu. Hop, je vais remettre. Oh, zut, mauvais bouton.
Ah, ça répond plus, j'espère pas que c'est les piles. Alors, ah voilà, c'est bon, ça revient, ça revient. J'espère que les piles ne vont pas me lâcher. Alors, première phase de l'observation, des sphères rougeâtres, foncées, qui se déplacent donc vers eux, puisqu'ils ils habitent dans un appartement. Je dis ça parce qu'ils sont en hauteur, donc ils voient sur une longue distance. Ça se déplace vers eux, tout doucement. Chaque étape dure environ 2-3 minutes. Et puis tout d'un coup, étape numéro 2, changement de couleur. Et au même moment, ils se déplacent comme si les sphères jouaient entre elles. Voilà. Donc ils se déplacent, ils s'entremêlent. Alors les sphères changent de couleur à une couleur plus claire, entre le jaune et le orange cette fois-ci. Troisième étape, et là ça a été le témoin numéro 2 qui a vu cette étape aussi, donc qui a duré plus ou moins 1 à 2 minutes. Et là on a une formation triangulaire. La couleur redevient rouge au même moment où les sphères ne bougent pas. Alors j'ai posé la question aux témoins s'il y avait une structure solide. 2 m'ont répondu non, 1 m'ont répondu oui. Donc forcément, en conclusion, c'est plus non, on considère qu'il n'y a pas une structure, mais que c'est par une formation de ces 3 sphères. Et ensuite, il y a eu disparition de l'engin comment, puisqu'il est parti à toute vitesse. Alors ici, en fait, elle a dessiné quelque chose, c'est le beffroi de Lille. Donc l'engin est parti de gauche, et puis d'un coup, il a filé à une vitesse fulgurante. Voilà. Alors, la date de ça, oui, bien sûr que je l'ai. Ça s'est fait le 1er décembre 2012. 1er décembre 2012, 18h45, 19h. Alors, il commence à me lâcher encore. Non, pas de réponse. Non, j'ai plus de réponse du truc, il faudra changer le je pense. Ouais. Ah, voilà, c'est bon. Il faudra changer les piles quand même, je pense. Bon, alors, voilà pour un peu les enquêtes qu'on fait, les résultats, les témoins, etc. Maintenant, ce qu'on va vous présenter, c'est un petit peu plus... alors, on va vous parler un petit peu des rencontres intéressantes qu'on fait. Puisqu'en tant qu'enquêteur, on rencontre du monde, forcément. On rencontre des scientifiques, on rencontre des militaires, on rencontre des contrôleurs aériens. Et forcément, ils ne parlent pas tous, je veux dire, à visage découvert, hein, forcément. Alors, un jour, on a rencontré un militaire, ça a été le premier homme intéressant que j'ai connu. Oui. Ah oui, attends. Ici, par là. Ouais. Tiens, on va parler, on change les piles, comme ça au moins c'est fait. Alors, donc, je vous disais que j'avais rencontré un militaire, c'était à Metz. Donc, c'était un militaire français. Et là, rencontre intéressante parce qu'il m'avait raconté des choses que j'avais jamais entendu parler. Par exemple, tout le monde a entendu parler des silos nucléaires, des missiles nucléaires en France, et le survol des ovnis. Il m'avait dit oui, j'ai déjà été témoin d'un ovni comme ça, puisqu'il travaillait dans une base militaire où il y avait des missiles nucléaires. Et il a dit, voilà, j'ai été témoin, et mes collègues aussi forcément, mais on n'en parle pas. Hein. Et donc ils avaient observé un ovni, tout doucement, qui pénétrait dans l'enceinte de la base, et qui avait envoyé un espèce de faisceau lumineux vers le missile nucléaire, et qui l'avait désactivé. Alors ça, on peut en rencontrer des personnes qui parlent de ça. Merci. Mais ce qu'il m'avait dit ensuite, je n'avais jamais entendu, c'était que quelques heures plus tard, il y avait un autre ovni, ou le même, je ne sais pas, en tout cas ça ressemblait, qui avait renvoyé un faisceau lumineux et que là, il l'a activé. Et donc, activation de missiles nucléaires par un engin inconnu, sécurité nationale. Tout simplement. Donc, voilà. Donc, c'était une histoire que je n'avais jamais entendue, qui était vraiment intéressante. Alors, je vous disais qu'on avait rencontré aussi d'autres personnes intéressantes, comme un contrôleur aérien.
Et ça, c'était intéressant, puisque vous savez ce que fait un peu un contrôleur aérien. Il voit sur le radar, hein, on voit tous les avions d'Europe. Bien sûr, il se concentre, lui, sur la Belgique, puisque c'était un Belge. Et il voit, en fait, des fois des choses. Alors, il me dit, des fois, on ferme les yeux, des fois, il y a une procédure sur ça. La plupart du temps, il ferme les yeux. Il voit des choses, des fois, qui vont à toute allure, sur le radar, et qui vont en angle droit. Et d'autres, des fois, qui vont en ligne, mais qui passent de 2000 km/h à plus de 12 000 km/h. En quelques secondes. On ne sait rien faire. Alors bon, il dit quand même qu'il y avait une procédure sur ça. Alors maintenant, je ne sais plus si elle est d'actualité, puisque le radar de Glon a été fermé. Parce que ça perturbe le radar, ils effacent les données. Oui. Enfin, ça, il ne m'a pas dit, mais oui, apparemment en tout cas, oui. Ils effacent un peu les données. Oui. Oui. Maurice, qui est un ancien contrôleur, ils ont remplacé les paramètres pour que justement ce genre de petits objets ne soient plus visibles par les contrôleurs aériens. Ah ouais. On les ignore. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit aussi, mais qu'on les voyait quand même, il m'avait dit souvent. Et alors il y avait une procédure qu'il m'avait dit, et cette procédure c'était, alors si on avait l'autorisation, on téléphonait au radar de Glon. C'est lui qui prenait la décision d'envoyer des chasseurs ou non. Donc le radar de Glon, avant, il prenait toutes les décisions sur ce qu'on voyait au niveau radar. Maintenant, ça a été fermé. Donc je ne sais pas par qui, par quoi, je ne sais rien. Mais ça passait par là. Et donc c'est eux qui décidaient d'envoyer des chasseurs. Et les chasseurs décollaient de la base de Florène ou la base en Flandre. Je ne sais même plus le nom. Ça a deux mots. Là. Oui, c'est... comment je saurais plus dire. Donc voilà, des personnes intéressantes comme ça. Et on a rencontré aussi des autres personnes très intéressantes. Et là, c'est les plus intéressantes dans le domaine de l'ufologie. Et je compte parler, ce sont des personnes qui ont soi-disant rencontré eux-mêmes des entités, tout simplement, hein, qui ont des contacts avec eux, on les surnomme les contactés, c'est comme ça qu'on les appelle. Et donc on a rencontré beaucoup de personnes comme ça. Bien sûr, on n'a pas de preuves, hein, puisque ce ne sont que des histoires, hein. Mais voilà, il y a des liens comme ça avec ce genre de personnes. Et là, je vais laisser la parole à Jasmine, qui va vous en parler vite fait, 5-10 minutes. Comme ça, je laisse la parole à une personne en plus dans le groupe. Et en même temps, je vais montrer une reconstitution, encore. Et cette fois-ci, forcément, c'est la reconstitution qu'a vue notre amie Jasmine. C'est la mienne. Elle arrive, comme ça je donnerai 2 ou 3 mots d'explication, juste pour que vous sachiez un petit peu, sans aller trop dans le détail non plus. Ça change la voix, hein, le micro. Vous vous habituez. Oui, ça vous habituez. T'as une voix chaude. Je ne ferai aucun commentaire. C'est pas parce que je suis secrétaire, hein, bon. Voilà. Avant de parler, donc, je vais vous donner aussi le cas d'une autre personne extrêmement intéressante et de là partir sur les liens que l'on a trouvés, que l'on a observés, sans faire non plus, pour le moment, d'avoir des conclusions hâtives par rapport à ça, mais on a quand même eu l'occasion de rencontrer assez bien de personnes qui sont réellement contactées. On a trouvé entre ces personnes-là des liens, des choses qu'on retrouve de manière systématique. On a noté tout ça en se disant, au fur et à mesure, on va essayer de comprendre un peu mieux, de pouvoir étudier ça peut-être de manière un tout petit peu plus scientifique, de pouvoir analyser ça. Pour le moment, on laisse un peu toutes ces questions en suspens, mais comme disait Jonathan au tout début, quand il disait qu'on n'avait pas mis ufologie dans origine, justement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de liens entre l'ufologie et d'autres choses qui sont plutôt du domaine parapsychologique, psychologique, etc. Alors, pour faire la petite... on ne la voit plus, voilà. Ça, c'est ce que j'ai vu donc, de mon jardin, à part que Jonathan n'a pas su le mettre du point de vue que j'avais. Moi, j'étais beaucoup plus bas, là où est ça... Voilà, j'étais là, donc en fait, je l'ai vu passer au-dessus de moi. Donc en fait, c'était la nuit, c'était en septembre, c'était le 30 septembre en 2013. J'étais dans mon jardin,
J'étais couchée sur le transat et je regardais les étoiles. Je suis restée une bonne heure et demie à regarder les étoiles. Et puis à un moment donné, de derrière moi, j'ai vu arriver... Ah, il n'y est plus. C'est parti. J'ai vu arriver donc un triangle avec 3 grands phares blancs et 2 petits antres bleus qui est passé vraiment au-dessus de moi, qui a continué. Ça a duré le temps est juste dans sa simulation, et en arrivant là-bas au-dessus, a disparu, simplement disparu. Je suis rentrée, j'ai regardé l'heure, il était 22h42, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc comme ça vous explique un peu aussi pourquoi je suis dans leur groupe. Pardon dans la région de Mont-Saint. Oui, il y a un rapport d'enquête, il y a un rapport d'enquête complet là-dessus. Il est sur il n'est pas sur le forum, il est sur le forum. Alors, au niveau du rapport, forcément, puisque c'était une enquête du RUB, je pense qu'il est encore sur le site du RUB. Ah oui, c'est vrai, il est sur le site du RUB. Oui. Mais si vous avez une clé USB ou quoi, je peux vous le faire.